Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 8 décembre. Voici les titres. Comment les électeurs vendéens ont-ils voté dimanche pour le premier tour des élections régionales? Réponse au début de cette édition. Nous irons notamment dans le sud du département où le Front National est arrivé en tête dans 10 communes. Ils ont choisi de vivre dans une maison en paille ou d'ouvrir leur ferme bio aux visiteurs pour transmettre leurs convictions écologiques. Rencontre avec ces Vendéens qui s'engagent dans leur quotidien pour la planète. C'est la suite de notre série de reportages en lien avec la COP21, le sommet sur le climat qui se déroule jusqu'à vendredi, près de Paris. Et puis à direction à la fin de cette édition, le centre Beautour de La Roche-sur-Yon. Il vient de proposer au public d'apprendre à tresser le végétal. Des ateliers animés par une artiste plasticienne, Myriam Roux, qui expose ses œuvres jusqu'à fin décembre. On commence donc ce journal avec les élections régionales. Les candidats avaient jusqu'à ce mardi 18h pour déposer leur liste pour le second tour. On le rappelle, dimanche, ce sera une triangulaire en Pays de la Loire avec le Front National de Pascal Gana, la liste d'Union de la droite et du centre de Bruno Retailleau. Et puis le socialiste Christophe Clergeau mènera une liste commune avec Europe Écologie Les Verts. L'union avec Sophie Bringui a été actée. Les deux candidats affirment partager à 80% la même volonté politique. Sur le principal sujet qui les divise, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un accord a été trouvé. S'ils sont élus, une étude sera lancée pour optimiser l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique. Écoutez le socialiste Christophe Clergeau. Il y a dans ce dossier une incertitude de calendrier. Tous les observateurs le savent et l'ont constaté depuis de nombreuses années. Donc face à cette incertitude, la région elle doit agir. Et elle doit agir notamment pour que l'aéroport actuel, tant qu'il est en service, puisse rendre la meilleure prestation, répondre au mieux aux besoins des habitants et à l'évolution du trafic aérien. Donc le rôle de la région, c'est de se doter de sa propre expertise, de faire les études nécessaires en associant toutes les parties prenantes, ceux qui sont pour comme ceux qui sont contre le projet, pour réaliser ces études et faire évoluer l'aéroport actuel tant que le transfert n'a pas lieu. On a besoin que cet aéroport fonctionne bien et ce sera mon rôle de président de région d'y veiller, tout en menant, pour ma part, la bataille pour réaliser le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Imagine interview de nos confrères de Télé Nantes et conséquences de cet accord PS Europe Écologie Les Verts. En Vendée, 4 candidats écologistes seront sur la liste de gauche dimanche. 4 candidats sur 19. Un rapprochement socialiste-écologiste dénoncé à droite par Bruno Retailleau. Je vous propose d'écouter la tête de liste régionale d'Union de la droite et du centre. La semaine dernière encore, M. Clergeau disait qu'il était le meilleur candidat centriste et maintenant il s'allie avec les communistes. Il sacrifie en réalité sur l'autel de son petit intérêt électoral, l'intérêt régional. Et ceux qui vont être les dindons de la farce, eh bien, ce sera par exemple nos agriculteurs, évidemment, qui seront victimes d'une forme d'écologie mais très idéologique. Ce sera en même temps tout ce qui concerne les grandes infrastructures, pas seulement Notre-Dame-des-Landes, mais en même temps le désenclavement routier dont a besoin la ruralité, dont ont besoin tous nos territoires. Et vous entendrez dans une prochaine édition la réaction du candidat du Front National, Pascal Gana. Le Front National qui, dimanche, est arrivé en 2e position dans notre département et même premier dans 10 communes vendéennes. Toutes sont situées dans le sud Vendée. Et puis autre particularité de ce premier tour, La Roche-sur-Yon. La gauche y est arrivée en tête alors que la ville est dirigée par la droite depuis les élections municipales de l'an dernier. Retour sur ces résultats avec Élodie Pépin et Pierre Dalicieux. Plus de 37% du suffrage exprimé, c'est le score du Front National dans cette commune d'environ 700 habitants. Le maire et aussi président de la communauté de communes n'avait jamais vu ça. Depuis les dernières départementales, le FN ne cesse de progresser. Il y a quelques années, c'est pas si loin, oui, le Front National, c'était 20 voix, 30 voix, quoi. Hein. Maintenant, c'est plus de 100 voix, 110 voix cette fois-ci, quoi. Voilà. Donc c'est quand même énorme. Sur 536 électeurs, c'est quand même important. La communauté de communes des îles du Marais-Poitevin compte 8 communes. 2 ont vu le FN arriver en tête. Et dans 4 autres, il arrive 2e avec des scores avoisinant les 30%. Ici, à Vouillé-les-Marais, plus d'un électeur sur 3 a voté Front National. Des jeunes, selon certains habitants, mais difficile ce mardi matin de les croiser dans les rues du village. Et je pense que c'est les jeunes qui vivent actuellement dans la commune, je pense que c'est eux qui votent les FN.
C'est pas des gens de notre génération. C'est beaucoup de gens, dans les anciens, je suis certain qu'ils ne votent pas FN, hein, ça c'est sûr. Mais dans les nouveaux, là, oui, effectivement, il y en a beaucoup, je pense. Voici à quoi ressemble la Vendée au lendemain du premier tour, majoritairement à droite, avec 268 communes où Bruno Retailleau arrive en tête. Dans 10 autres, le FN s'impose, plus une où il arrive à égalité avec la droite. À La Roche-sur-Yon, ancien bastion socialiste qui a basculé à droite aux dernières élections municipales. La surprise vient de la gauche qui l'emporte avec 36,6% des voix. Un résultat qui n'inquiète pas pour autant le maire actuel. Il y a un baromètre qui ne trompe pas. Et celui-ci, c'est dans la rue. Moi, je suis dans la rue très souvent. Je vais voir les gens, les commerçants, dans les quartiers. Je vais sur les terrains de foot, dans les assemblées. Et je peux vous dire une chose, c'est que si les municipales avaient lieu demain à La Roche-sur-Yon, je ne suis absolument pas inquiet. Ce serait encore une nouvelle fois l'équipe de Luc Boire, de Rassemblement de droite et du centre qui passerait, j'en suis convaincu. Reste à savoir si sur l'ensemble du département, les résultats de dimanche dernier se confirmeront au second tour. La Vendée est le 3e département de la région en nombre d'électeurs. Il reste maintenant aux candidats encore en lice à convaincre les abstentionnistes, mais aussi les électeurs qui ont voté dimanche dernier pour une autre liste. Arrivée à 5e dans les Pays de la Loire, Cécile Belle de GC, candidate Debout la France, ne donne aucune consigne de vote. Elle laisse ses électeurs libres de choisir. À gauche, le communiste Alain Pagano, à la tête de la liste L'Humain d'abord, a appelé à voter pour Christophe Clergeau. Une position que ne partagent pas les candidats vendéens de cette liste. Pour eux, pas question de se rallier. Enfin, Lutte ouvrière appelle ses électeurs à déposer un bulletin blanc ou nul dimanche. Et puis un dernier mot pour vous dire qu'un débat d'entre-deux tours entre Bruno Retailleau, Christophe Clergeau et Pascal Gana a été organisé en partenariat avec les télévisions locales de l'Ouest. Débat enregistré ce mardi après-midi à Nantes et diffusé sur TV Vendée ce mercredi à 21h. Dans le reste de l'actualité, ce 8 décembre, c'est la journée mondiale contre le réchauffement climatique. Un sujet au cœur actuellement de la COP21 qui se poursuit près de Paris. Depuis le début de ce sommet sur le climat, nous vous proposons une série de reportages pour vous présenter les actions menées ici, en Vendée, pour préserver la planète. Zoom ce soir sur ces particuliers qui s'engagent dans leur quotidien. Exemple avec un couple qui a construit sa maison en paille et avec une famille de paysans accueillants. Dans leur ferme bio, ils transmettent aux touristes leurs convictions environnementales. Reportage Alix Lanos. Cette maison, c'est le projet d'une vie pour Nicolas et Céline. Ils l'ont choisie en paille et l'ont construite eux-mêmes. Un chantier dont ils n'avaient pas mesuré toute la difficulté, mais après 2 ans de travaux, la maison est habitable et leur rêve d'habitat écologique est réalité. Là, on est sur le terrain sur lequel on a récupéré la paille 1 an avant. Les enduits terre qu'on a sur la maison, la plupart, c'est de la terre qui a été récupérée de notre sous-sol aussi. Donc c'est des matériaux qui nous ont rien coûté et puis qui sont très très locales, on ne peut pas faire mieux. Si le couple reconnaît ne pas avoir fait beaucoup d'économies au départ, 200 000 € pour le terrain et la maison de 140 mètres carrés, il compte bien en faire dans les années à venir. Orienté plein sud, protégé au nord, très bien isolé, le poêle, unique chauffage de la maison, n'a pas beaucoup fonctionné depuis leur emménagement il y a 1 an et demi. On a pensé vraiment la maison pour qu'elle soit confortable sans chauffage, quoi. Voilà, bioclimatique avant tout et en plus en paille. À la ferme de la Maisonneuve, Marie-Hélène et Christian Tanguy, eux, sont paysans accueillants. Leurs convictions personnelles, ils les mettent tous les jours en pratique au travail, que ce soit à la ferme ou au camping de 25 emplacements qu'ils ont construit et planté eux-mêmes il y a plus de 20 ans. On ne peut pas d'un côté essayer de produire en bio et de l'autre côté rien trier ses déchets, gaspiller l'eau par exemple, avoir une utilisation de l'électricité à outrance, enfin, c'est plein de choses comme ça. C'est jamais fini cette démarche-là. 50 mètres carrés de panneaux photovoltaïques produisent l'équivalent de la consommation électrique du gîte et de la ferme. Des panneaux solaires thermiques pour répondre aux besoins en eau chaude. Ici, l'écologie est partout et jusqu'au local à poubelle, tout est pensé pour respecter au mieux l'environnement. Puis il y a des enfants qui disent « Oui, monsieur, et ça, qu'est-ce que j'en fais ?» Ben voilà, on en discute, qu'est-ce que t'en penses? Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a en plus un dialogue autour des poubelles.
Vous vous rendez compte, ici, un lieu de parole. C'est quand même génial. Car à la ferme de la Maisonneuve, les propriétaires mettent un point d'honneur à partager leur vision des choses, du local à poubelle donc, jusqu'aux sentiers découvertes sur lesquels ils entraînent chaque semaine leurs visiteurs. Si je ne partageais pas le pourquoi je suis ici et pourquoi j'ai fait ces choix-là, il me manquerait quelque chose. Chez soi, au travail, dans son quotidien, les initiatives personnelles de protection de l'environnement sont nombreuses et variées et démontrent bien qu'en matière d'écologie, la volonté est la première source d'énergie. Les agriculteurs vendéens se penchent sur les repas servis à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. La FDSEA et les jeunes agriculteurs ont mené hier une action dans les cuisines et les chambres froides du centre hospitalier. Objectif, connaître la provenance de la viande, des fruits et des légumes servis aux patients. Les syndicats agricoles ont dénoncé la présence d'aliments importés de l'étranger, alors que les agriculteurs français, notamment les éleveurs, connaissent des difficultés. De son côté, le centre hospitalier de La Roche-sur-Yon affirme que le porc, la charcuterie ou la volaille fraîche sont entièrement d'origine française. Il tient aussi à rappeler qu'il travaille avec des fournisseurs en grande partie installés en Vendée. Je vous propose d'écouter le président de la FDSEA et l'un des responsables du centre hospitalier. On a vu avec tous les collègues l'origine de certains produits qui nous paraissent quand même assez aberrants, comme de la volaille venant de Brésil, du porc qui vient d'on ne sait pas où, en saucisse, des steaks hachés qui viennent de Pologne. On n'est vraiment pas sur les mêmes produits. On doit être fiers de nos produits en Vendée. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaye de voir avec la direction comment elle peut évoluer dans son approvisionnement. Là, il est effectivement temps qu'on puisse aborder ce sujet avec les producteurs locaux véritablement, à voir aussi quels sont effectivement ce qu'ils peuvent apporter à l'hôpital et nous quels sont nos besoins, sachant que de toute façon le point en fait de décision c'est toujours de se dire que ça doit correspondre à un juste besoin au niveau de l'hôpital et que ça doit répondre à l'ensemble de nos contraintes. Un mot de voile avec le Vendée Globe. Nous sommes désormais à 11 mois du départ de l'édition 2016. Une quinzaine de skippers a d'ores et déjà validé son inscription. 13 autres sont préinscrits. C'est le cas notamment d'Arnaud Boissière. Après 2 Vendée Globe avec Akena Véranda, le navigateur Sablé d'adoption devrait prendre le départ de la course avec son IMOCA, le bateau des métiers Aérocampus. Arnaud Boissière poursuit sa recherche de sponsors pour boucler son budget. Il vient d'ailleurs de signer un partenariat avec une banque régionale. Si on est soutenu par une banque vis-à-vis des autres partenaires, ça veut dire qu'il y a une crédibilité aussi dans mon projet global. C'est important également parce que le Crédit Agricole, initialement c'est le Vendée Globe, c'est associé au Vendée Globe. Nous imaginions revenir vers le Vendée Globe, mais sans savoir exactement sous quelle manière. Et puis nos équipes ont rencontré Arnaud et ses équipes et le courant est passé, la chaleur est passée et le partage d'une aventure commune a vu le jour. Et donc nous avons décidé de revenir vers le Vendée Globe et donc de l'accompagner pour l'édition 2016. Et Arnaud Boissière sera l'invité de 85 chronos en compagnie d'Alessandro Di Benedetto et Jeff Pelé le 21 décembre prochain, donc sur TV Vendée. Et on le rappelle, le départ du Vendée Globe, ce sera le 6 novembre 2016. On prend la direction maintenant du centre Beautour de La Roche-sur-Yon. Il présente jusqu'au 31 décembre une exposition baptisée Graines de vie. Elle est signée Myriam Roux. Elle est plasticienne du végétal et en marge de cette exposition, l'artiste a animé une série d'ateliers pour apprendre au public à reconnaître les végétaux, à les manier et à les tresser. Objectif, construire une œuvre collective qui prendra place dans le parc du centre Beautour. Grégoire de Châtillon. Voilà, tu restes bien collé à la forme, c'est parfait. Voici des graines géantes. On les appelle comme ça ici. Elles viendront bientôt rejoindre à l'extérieur cette œuvre collective. Donc tiens, ceux-là ils sont prêts. Myriam Roux est une artiste du végétal. Pour ses créations, elle utilise l'osier. Elle apprend alors à ses élèves à manier ces brins de saule, à les croiser et à les tresser. Encore attaché ici, attaché ici, et après tu continues. On fait 3 anneaux dans 3 dimensions, et petit à petit on insère des brins, et finalement, au total, enfin à la fin, tout tient tout seul en fait.
Apprendre à toucher, à travailler une matière, c'est ce que fait aujourd'hui, le temps d'une demi-journée, ce foyer d'hébergement pour personnes souffrant d'handicap psychique. C'est pour leur montrer qu'on peut faire de la vannerie différemment que la traditionnelle panier et tous ces trucs-là qu'on voit couramment. Et pour essayer de leur ouvrir un peu l'esprit, qu'ils puissent se laisser aller à faire des choses aussi d'eux-mêmes. Voilà. C'est une graine en saule. Voilà. Donc ça se tresse en fait. Et puis on attache le brin au fur et à mesure qu'on tresse, on l'attache avec du raffia. Et à la fin, ça fait des grosses boules comme ça. Associer l'art et la nature, c'est à la portée de tout le monde. Ce qui est le plus, on va dire ce que je retiens le plus, c'est le fait de pouvoir travailler une plante qui y a n'importe où et avec vraiment un minimum d'outils, on peut réaliser quelque chose assez facilement, quoi. Cette idée d'atelier, Myriam Roux l'a proposée au Centre Beautour, lieu où se tient aujourd'hui son exposition Graines de vie. Des créations d'œuvres tressées, toujours avec de l'osier, un bel hommage à la nature. Avant de se quitter, quel temps pour demain? Début de journée avec des brumes et des brouillards. La journée sera ensuite ensoleillée. Les températures, elles sont en baisse, 2 à 9 degrés le matin, 10 à 12 dans l'après-midi. Armelle Pavageau vous en dit plus dans un instant. Et on termine ce journal avec quelques images de la foire de Noël de Maillezais. Elle s'est déroulée ce week-end et aura lieu également le week-end prochain. Pour la 20e année, l'abbaye propose aux visiteurs de replonger dans l'ambiance de Bethléem il y a 2000 ans. Un marché au décor donc oriental. Un spectacle pyromusical est aussi proposé une fois la nuit tombée. On se quitte sur ces images. Moi je vous retrouverai demain pour un nouveau journal.